Donc je laisse Ku se présenter. Hello everyone. So I guess you speak perfectly English, French, of course. So then we will speak two languages so that it will be easier for me to explain the stuff that I have been doing. So my name is Ku. I'm a data scientist and security architect at the team of Mohammed. So I joined the team since more or less 2 years and a half, and I really enjoyed it, of course. I have background on machine learning, on computer security, and software engineering in general. And I'm working on a blue team. So in security, we have different teams. So red team consists of hackers. They try to attack us. And blue team, we are like defenders. So we try to try to catch the bad guys. In our team, we really strive to have more visibility, to get more information surrounding our infrastructure, our computer systems, our information systems. We get intelligence and we take action if something bad happens. And of course, at the same time, I was also involved in some innovation projects. Donc, Mohamed Rodan, donc moi je suis responsable du département cybersécurité de Poste. Alors on est une équipe de 14, mais ce n'est pas le nombre qui est important. Il y a un certain nombre d'expertises qui sont dans tous les domaines, aussi bien le domaine télécom, le domaine IT et autres d'ailleurs. Et c'est une équipe, pour vous dire, qui est multiculturelle, donc il y a à peu près 12 langages parlés, dont le chinois, le vietnamien naturellement, mais pas que. Tout ça pour vous dire que la collaboration aussi à l'extérieur de Poste avec des startups israéliennes, des compagnies de développement au Vietnam, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi aussi on a fait cette approche-là. Donc mon background, c'est j'ai fait de la recherche scientifique dans le domaine de la physique quantique, de physique atomique. Vous allez me dire, c'est intéressant parce que ce matin on parlait du principe d'incertitude, donc avoir l'incertitude, donc moi je le vis tous les jours d'une certaine manière. Et sinon j'ai une expertise au niveau des réseaux backbone, tout ce qui est MPLS et de la sécurité. Voilà. I can have it for you. Yes, true. Ok, alors Poste, je sais que quand on voit Poste de l'extérieur, on a du mal à savoir comment c'est organisé à l'intérieur. Et je vous dirais même que lorsqu'on est à l'intérieur, on a encore après plusieurs années, on a toujours du mal à comprendre comment c'est organisé, mais je vais essayer de résumer un peu la situation. Donc le groupe Poste, c'est un petit peu la maison mère et puis l'ensemble des filiales, dont Intech fait partie. Le groupe Poste, il y a un certain nombre d'entités qui, il y a quelques années, on aurait dit oui, mais c'est bizarre parce que vous avez le télécom, vous avez encore le courrier, vous avez la banque, donc Poste Finance, alors que dans les autres pays, on a déjà fait cette séparation, puisque en France, il y a Orange et la Poste qui sont complètement séparés. Je dirais oui, il y a quelques années, ils rigolaient un petit peu quand j'allais voir mes confrères à l'extérieur en disant oui, mais c'est pas normal, vous êtes un peu en retard. Et puis finalement, quand on regarde la digitalisation, on en avance. Parce que Orange qui devient une banque, le courrier, la poste italienne qui devient un MVNO, donc un opérateur télécom et qui fait du mobile payment. Nous, on a tout ça ici. Et d'une certaine manière, le département étant un département transversal, toutes ces entités et tous les objectifs dans le cadre de la digitalisation, de la fintech, dans le cadre de la transformation de télécom, donc tout ce qu'on appelle la transformation SDN, NFV, tout ce qui est transformation également de la partie courrier. On parle de logistique, qui parle aussi de traçabilité et toutes ces histoires de blockchain qui peuvent être utilisées dans ce contexte-là. Donc le fait d'être transversal, on est conscient de cette transformation. Mais également, on casse les frontières entre les domaines, ce qui est quelque chose de très important. Donc, l'agenda que je vous propose, c'est d'essayer de vous dire un petit peu, finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation, ou l'innovation ouverte, en quelque sorte, dans une équipe, dans une structure traditionnelle. Et il y aura 2 cas, il y en a eu plusieurs, mais on en a choisi 2. Un qui va se focuser sur la détection de fraude et l'automatisation de la réaction avec des techniques de machine learning. Et le deuxième cas, c'est l'utilisation des technologies blockchain
pour assurer l'authenticité des échanges. Je reviendrai, parce que quand on parle de blockchain, tout le monde pense aux transactions financières, etc. Mais il y a d'autres utilisations de blockchain qui sont tout à fait pertinentes. Donc, I think there's a slide after. Yeah, so there's the first part, which is the open innovation and security. Yes. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de cybersécurité, il y a eu un sondage auprès des décideurs, donc décideurs, les chefs d'entreprise, les CIO, CEO. Et il se trouve que le thème le plus important qui ressort au niveau de la sécurité, c'est que la sécurité est un petit peu un catalyseur d'innovation dans les entreprises. Et ça sépare vraiment les entreprises. Alors, les Anglais, ils aiment bien les termes leapfrog, c'est-à-dire les entreprises qui avancent, des entreprises qui deviennent statiques. Vous verrez derrière aussi cette idée ce matin que Madame de Funès avait évoquée entre ce qui est processus et ce qui est avoir un esprit entrepreneurial et de prendre des risques. Go ahead. Sorry, I will take it. This will be better. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, le chaordisme. Alors, chaordisme, c'est un mot qui est assez sympathique puisque c'est une concaténation de chaos et d'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui est totalement ordonnée? Ben, c'est une entreprise ou une entité qui est complètement orientée processus. Et comme dit ce matin, le processus devient plus important que l'objectif du processus lui-même. Donc, il n'y a même pas de remise en question, en fait. Et là, ces entreprises-là, je vous garantis, elles peuvent avoir un succès parce qu'elles partent d'une idée initiale, mais dans le temps, la compétition la rattrape et son succès s'étiole. De l'autre côté, il y a des petites startups qui naissent complètement désordonnées, donc aucune structure, peut-être des idées géniales, mais elles ne font pas long feu parce qu'il n'y a pas un minimum d'ordre. Quand je dis ordre, ça veut dire de processus, dont des processus les plus évidents. Il y a des choses qui vous sont imposées à partir d'une idée. Eh bien, il y a eu une étude qui a été faite, et en fait, la créativité et les entreprises qui restent innovantes, c'est en fait quelque chose qui est entre les deux. Un peu d'ordre et un peu de chaos. Pourquoi le chaos? C'est parce qu'en fait, quand vous avez une idée, vous prenez un risque. Vous dites, je vais développer quelque chose, donc il y a une idée de prise de risque. Donc cette créativité, elle est entre les deux. Et il y a eu même une étude qui a montré pour les sociétés, la Silicon Valley, de start-up à scale-up, qui résistent dans le temps avec l'innovation permanente, en fait, elles sont plus proches d'une organisation chaotique d'une organisation ordonnée. Et je peux vous donner des exemples. J'étais chez Pivotal Data, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une spin-off de VMware en face de Tesla. Et quand vous rentrez dedans, vous ne comprenez rien du tout à l'organisation. C'est très intéressant, des écrans avec des signes bizarres, des groupes qui se forment pour une journée ou même parfois pour une heure. Et j'avais posé la question à quelqu'un qui était venu et qui n'avait aucun signe extérieur en disant c'est un manager ou pas un manager, peu importe. Il se trouvait qu'il avait une responsabilité. Et j'avais dit comment ça fonctionne. Donc, il m'explique. Je dis quelle est la première caractéristique que vous demandez aux personnes pour joindre vos équipes ici? Alors je m'attendais à, oui, je voudrais quelqu'un qui ait fait des études de Java machin à Princeton, à Stanford ou je ne sais quoi. Non, il m'a dit, le premier principe que je demande, la première caractéristique, c'est le principe d'empathie. Je veux quelqu'un qui soit empathique, le reste, ça s'apprend. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'empathique comprend les besoins clients, sait interagir avec ses collègues, peut travailler en groupe. Et de toute façon, c'est le travail de groupe maintenant qui est important. C'est jamais un travail individuel, c'est toujours un travail de groupe. Et aussi, j'ai repris cette phrase de Lao Tzu, pour ceux qui connaissent. Il y a pas mal de citations, mais que il y a le chemin, avant de commencer un chemin, il faut toujours faire un premier pas. Et encore une fois, ce premier pas, c'est de dire, j'y vais, je prends le risque de faire quelque chose. Même si j'ai 1 milliard de contraintes, même si je sais que je vais avoir 1 milliard de contraintes dans l'entreprise. Voilà. Alors, quand on parle aussi d'innovation, de créativité, alors bien sûr, il y a toujours les buzzwords qui arrivent. Oui, c'est le trend, le futur trend, ça sera ça. Si on faisait quelque chose dans ça, en sachant que les futurs trends, généralement, elles proviennent jamais du domaine dans lequel on travaille.
l'évolution des télécoms n'est pas venue des télécoms, pour prendre cet exemple-là. Mais il y a aussi de venir avec vous voyez, les technologies. Alors on parle de big data et tout le monde met du big data à la sauce X, Y, Z, T. Généralement, ça se résume à tiens, je vais agréger plein de données. Et la question après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, on ne se pose même pas la question. Alors que la bonne réflexion, c'est d'avoir une idée de ce qu'on fait et après de se dire quel est le type de data lake que je dois construire. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais avant tout ça, on parlait de technologie, c'est en fait une attitude. Une attitude et une culture. Cette attitude et cette culture-là, elle n'est pas là de facto. Quand vous avez quelqu'un qui vient rejoindre une entreprise, généralement, il y a un phénomène d'adaptation à la culture d'entreprise. D'accord? Donc si la culture d'entreprise, elle est traditionnelle, elle va rester traditionnelle parce qu'elle n'a pas la possibilité d'assimiler ou de laisser la liberté à quelqu'un de changer la culture de l'entreprise. Donc il y a une idée derrière ici, c'est comment créer, encore une fois, c'est une équipe dans un environnement qui a une culture, mais que la culture à l'intérieur de l'équipe soit la culture qui permette l'innovation et de permettre une garantie finalement d'être un catalyseur d'une certaine manière pour une transformation plus globale. Alors, comment on travaille? Un exemple ici, c'est le principe de l'innovation verte. Donc, vous avez des idées. Les idées peuvent venir du groupe, peuvent venir des clients, peuvent venir de partenaires, peuvent venir de n'importe où. La deuxième phase, c'est de se dire parmi ces idées-là, quelles sont celles qui sont pertinentes, celles où je peux faire quelque chose, où j'ai les moyens de faire quelque chose. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément les moyens intrinsèques à l'équipe, mais c'est aussi des moyens qui peuvent être développés avec des partenariats externes. Et ensuite, faire un proof of value. Proof of value, ça ne se gère pas comme un projet classique. Vous avez un project manager, vous avez toutes les phases, etc. Non, vous dites à une équipe, à un groupe, écoutez, vous avez 3-4 semaines, démontrez-moi que c'est réalisable, que c'est réaliste. Une fois que c'est démontré, donc c'est géré de manière très très agile, une fois que c'est démontré, ça peut devenir soit un produit, et là vous rentrez dans le cycle de développement de produit qui parfois est très long, soit ça peut être une solution qui est dédiée à un besoin spécifique, soit, ok, ça ne marche pas, c'est pas bon, je recommence le cycle. La vision aussi. Créer une équipe, c'est aussi avoir une vision qui est partagée par l'ensemble des membres de cette équipe-là. Et en fait, quand vous voyez par rapport à la cybersécurité n'est pas détachée de la transformation digitale. Il y a cybersécurité parce qu'il y a transformation digitale, et la cybersécurité, son évolution, elle est catalyseur de la transformation digitale. Ici, c'est une représentation un petit peu, j'appelle ça une sorte de pyramide de Maslow de la cybersécurité. Vous avez plusieurs layers. Le premier layer, c'est l'entreprise en soi. L'entreprise en soi doit être une référence. Donc on ne peut pas être dans le cordonnier le moins bien chaussé. Vous devez être une référence. Deuxième layer, c'est l'infrastructure. C'est tout ce que vous devez avoir avant d'avoir un premier client. Exemple, infrastructure pour la 4G, pour la 5G, si je parle au niveau télécom, ou infrastructure de traitement financière, si on veut faire de la fintech. Et là, vous devez avoir une infrastructure qui permet la visibilité. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi le niveau de résilience. Le plus haut niveau de résilience. Parce que si vous préparez le plus haut niveau de résilience, toutes les applications dessus vont être capables de se mapper sur le layer sous-jacent. Et au-dessus, donc promouvoir l'innovation, pousser l'innovation, mais aussi customer centricity, c'est-à-dire avoir l'empathie au sens je me mets à la place des clients, je me mets à la place de quelqu'un qui a un besoin particulier auquel moi je vais répondre. D'accord? Donc le premier use case que Kou va présenter, c'est de dire, voilà, moi je reçois régulièrement des appels de je ne sais quoi, et j'ai tendance parfois à rappeler. Et quand je rappelle, ça fait 2 €. Vous voyez, les scams. Et, What about you? I mean, have you ever received spamming call, crazy SMS containing some bad links? So they are all related to what we call spamming calls or fraud. Okay, so we call it telecommunication spamming or telecommunication fraud. So I'm going to share with you what we have been doing in the past few months actively. So on the use of data analytics, so we get data, we get traffic inside our big data platform when we do machine learning, and when we detect something bad, we
hack automatically. So it's all about data analytics for fraud detection and mitigation. I guess you received that, and on the news we are seeing more and more problem on fraud. So financial fraud and telecommunication fraud, and the consequence is huge, because there are a lot of there's some statistics and they show that it is really $1 billion problem a year. It's a big problem, and also here we see, so in Luxembourg, so we have to be old-fashioned. Right, and so the consequence, not only for the operator like us, we have to pay more for operational cost, we pay more for support, but for the customer, if they are hacked or if they are disturbed by a crazy call, maybe they are not so happy, but if they are hacked, they have to pay a lot of money, right? So we have many kinds of frauds. So the first one is phone theft. For example, you lost your phone, the SIM is unlocked, and somebody used the SIM to make a lot of calls. And eventually, the SIM owner has to pay. The second one is spoofing. So it happens like every day. So we receive more and more fraudsters pretending to be a Luxembourgish people using our Luxembourgish number to make phone call somewhere else. And then eventually post or the customer who owns the number has to pay. The next one is unwanted storytellers. I think you are too young to have children, probably maybe you, but so children, they prefer story before bed, or they want to call Saint Nicholas to have a nice story, or tell him what he has been doing, and I want to have nice carol, you know. So it will be long, and that calling service is very expensive to call, and you know, as a parent, we might receive some kind of phone bill shocked. So you shock, you say, what, I pay 1,000? It's a shock. Yeah, it's a shock. Another one, which is subscription fraud. So somebody maybe using your fake IDs or steal ID document of other people, and then go to the shop and ask, I want to have the SIM number because I have lost my phone, I have lost the SIM card. And then if we provide a new SIM card, then they will do some bad attacks. For example, using SMS authentication to the bank account, doing some bad things. And the last case, which is the most important one actually, which is called PBX hacking. So we will, I will give you some example. Yeah, so it's so PBX in the past, it is like that. So for one company or one country, and now for instance for Intex, we have something called PBX, which is a kind of switching systems. You know, stay in the border of the company to connect between different people within the company. For example, I'm calling my colleagues, and we share the same a few lines outside to call outside the world. So before it was like that, and now we have computer controlled switching, and now even more we move to the cloud. So these contain vulnerabilities, and the hacker, they have different ways to get their hand on the device. And if the hacker controls the PBX, they will make a lot of expensive phone calls to some exhaustive locations, usually in Africa. Which is very expensive, like €2 per minute, like Mohamed said earlier. So I'm going to show you the real case. So it's a real case in a graphical way. Here, one dot you see here is one phone numbers, and the colored one, the one with the colors, are the one that has been hacked, and this number calling are the numbers. You see? Yeah. And I will show you how it is in terms of scale and in terms of the organization. So here what we see is 19 number was used by hackers calling more than 1,000 destinations worldwide. So it is very well organized and very like a massive scale. If we don't do anything, the customer might have to pay up to 50K, which is a lot of money for one particular hack. So what we do, like I said at the beginning, we are blue team, so we run after the attackers. So in this case, we run after the fraudster. So we need to try to catch them as fast as possible, as precise as possible. And so our secret ingredients, I think you know, we have big data analytics. We get all the data,
inside our platform, we use machine learning to detect fraud, and we use automation to automatically mitigate the fraud. Yes, so at Post, we have a platform which is called Splunk. I think do you know Splunk? Perfect. So we Splunk for big data analytics. So we get, for this particular use case, we get all voice traffic, we get all SMS traffic into Splunk. And then on top of Splunk, we build detectors, basically the machine learning models. And then this detector can detect fraud, and then it calls our API at the backend as a gateway level to block some fraudulent numbers. So we stop the guy from making phone calls, or we stop the spammer from calling us automatically. At the same time, we also extend Splunk to provide a graphical interface for our operational teams, so they can really track all the numbers that have been blocked, whitelisting some numbers, and even intervene if it is needed. So for example, he or she might want to block some number manually, or unblock them manually. Parfois on pose la question, mais pourquoi Splunk c'est payant versus ELK, etc. Voilà, les choses sont très simples. C'est-à-dire quel est le focus qu'on a. Le focus qu'on a, c'est la compréhension. C'est le machine learning. C'est pas de se poser des questions sur l'authentification, sur la gestion des data pour être GDPR compliant, etc. Ça, c'est complètement embedded déjà dans Splunk. Donc, si ce focus-là, et puis souvent, on oublie quand on fait une comparaison des coûts, que si vous avez une plateforme open source, vous devez tenir compte aussi des coûts indirects pour la gérer. Donc là, toute cette partie-là, elle est plus ou moins automatisée, et le focus, c'est sur les algorithmes de machine learning en tant que tel. Yeah, merci beaucoup. Yes, so that's a few words, really high level about machine learning. Do you guys work with machine learning as well? Excellent. Yeah, so machine learning in a very kind of helicopter view is it's all about algorithm and data. So we get a lot of data inside, we make sure we have good quality data, and then after that we use proper algorithm to detect different scenarios. So anomaly detection, outlier detection. In our case, we want to detect fraud from normal traffic, right? So in our particular use case here, we use machine learning classification. So basically, we get all the historical data, and we use those historical data. So those data contain not only normal traffic, but also fraud that we know. Okay, so we use those data for training machine learning to have a number of models. And then we use this model to detect when new data are coming in. Yeah, so Splunk, I think it's quite useful tool, because at the same time, Splunk comes with something called Splunk Machine Learning Toolkit. So you can really use that graphical interface to do experiment, to analyze the data, and to visualize the data. So in this particular case, we can really see the normal cases here with the fraudulent case over there. So we can have a kind of a proper separation between normal data and fraudulent data. And just for further information, in terms of machine learning, we use a number of criteria. So in this case, we use a number of calls, number of targets, number of destination, the destination country, the cost of the call, and the duration of the calls. And not only at the current moment, but also what happened in the past. So for example, normally I call within Luxembourg and some neighboring countries. And suddenly somebody hacked my phone and called in Africa or South America. So then this is something abnormal. So all those things are taken into account to build machine learning detectors. Yeah, so we go back to the original case. So previously you see the summary of the fraud, and now we see the fraud as it's happened over time. Okay, again, the colored number here are those that had been hacked, and these are the bad numbers. They are controlled by hackers. So you will see here the fraudster, they use this number, calling this country, and our Splunk platform detect that and block it. So they stop calling. You will see it evolve over time. Yeah. You want me to play again? Is this cool?
Great. So where are we now? So, as you can see, so we get data in, we have Splunk, we have the machine learning model to detect for fraud. Splunk automatically call our gateway to block fraudulent calls. So eventually our team can sleep well, of course, and they receive emails saying that everything has been handled. So some number has been detected, and the system has already handled the case. So, of course, the customer also protected. So just to recap, our first use case about fraud detection with machine learning. So fraud is a big problem, and at Post, in our department, especially with the collaboration with different teams as well, we are able to get data into Splunk in near real time, detect fraud and spam, and automatically block them. Yep. Donc, j'allais ajouter, donc il y a des algorithmes qui sont, disons, connus, qui sont appliqués. Il y a aussi une collaboration avec, donc on fait du mentoring de doctorat, et il y a aussi des algorithmes qui sont nouveaux, comme les lateral movement, ce genre de choses pour détecter le lateral movement. Et ça, on le fait en faisant du mentoring de PhD chez nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, c'est un use case quand on a un agrégé de données. Là, c'est de l'agrégation de données où il y a un élément de traitement, parce que les CDR, ça s'appelle Call Data Record, ils sont générés, il faut à peu près un quart d'heure de traitement. C'est par batch. La deuxième étape, c'est d'aller taper dans la signalisation elle-même. Donc, c'est des modules qui sont développés en Rust, pour ceux qui connaissent, qui permettent en fait d'avoir une réaction presque real-time. Voilà, ça c'est le point. Et puis, quand on a les données, là c'est un use case pour la sécurité. On peut imaginer n'importe quel use case du type predictive maintenance, etc., etc. Si on a la possibilité d'agir, et ça c'est la transformation de l'infrastructure, d'agir au niveau API pour que l'infrastructure s'auto-adapte en fonction du résultat de l'algorithme, ben ça c'est le next step en fait. Alors, le deuxième use case, j'allais dire, j'avais fait une discussion avec un responsable et il me disait bon, l'email c'est fini. Je lui dis pourquoi l'email c'est fini? Il me dit oui, on reçoit plein de spam, je ne peux pas garantir que ce que je reçois n'a pas été transformé quelque part. Et donc, je lui dis, mais ce n'est pas le moyen de communication. Mail, c'est un moyen de communication. Mais c'est ce qui est transporté, la garantie que je peux avoir sur ce qui est transporté, qu'il faut assurer. Le mail reste un moyen, tout comme le SMS reste un moyen, tout comme n'importe quoi d'autre pourrait rester un moyen. Mais la donnée dedans, l'information, comment je lui donne une garantie d'authenticité. Voilà. Et cette idée-là, elle est venue comme ça, c'était vraiment une idée à un moment donné. Et aussi l'idée aussi d'avoir quelque chose de simple, de répondre à ça de manière simple. Yes. So we are talking about communication in general, right? And so this scenario, we see it every single day. We need communication. We need to send email, SMS, messages from one to another. And nowadays, it is very, very hard to make sure that from the recipient side, if we can trust the content of the email and the sender itself. So I will go back to this story. So basically, we have two people want to send a message, right? So we have Alice working for a legal firm. And we have Bob, he's a freelancer. So they both want to prove the existence of their communication and the integrity of the message that they send one to another, right? Because otherwise, if something goes bad, there's nothing proof, and we have no kind of legal binding between the two communication parties, right? So question is, can we use the existing email infrastructure for this purpose? The answer, of course, is no, right? Because in between Alice and Bob, there are a lot of intermediate parties, so intermediate servers, and they can really tamper with the content of the message. They can even change that,
or they can even, let's say, doing some fake it modification. Yeah. So you recently we talked about fake news as well. So it's also a big problem. So what do we want eventually? What do we want? So we want to have something equivalent to our papers. Both parties have a proper paper written down, and we want to sign that papers. Yeah. And can we have this in a kind of electronic way? Ouais. Alors j'ai posé la question à Kou, je lui dis mais on a des certificats, on peut utiliser des certificats. Puis il m'a dit oui mais est-ce que ta grand-mère elle peut les utiliser, elle sait, est-ce qu'elle comprend si tu veux communiquer avec ta grand-mère? L'exemple, j'ai pris ma grand-mère parce que si je prends ma mère ça veut dire vraiment que je suis très très vieux, mais il y a cette question de simplicité, c'est-à-dire comment faire en sorte que c'est utilisable par tout le monde, parce que les certificats c'est bien beau, mais soit vous êtes des techs, vous créez un Web of Trust avec GPG, PGP, ce que vous voulez, soit vous avez les certificats officiels, etc., mais il faut que ce soit distribué, connu, et que tout le monde sache l'utiliser sans compter les coûts sous-jacents. Donc l'idée c'est aussi simple à utiliser et rapide, cost efficient d'une certaine manière. That's a perfect example. Yeah, my mom she cannot use this all this. So problem with PKI, I think you know we have a lot of technology behind. So public key, private key, encryption, decryption, cipher sheet, whatsoever, and especially the setting up is a big problem. It's a nightmare. So this is what we really want. So first we have a communication which provides some legal value eventually, and it is usable and scalable. Because so scalability is so very important. And now currently when we talk about blockchain, if we want to validate something, we cannot wait for 10 or even 20 minutes, right? So it's also a big problem. So we have to think carefully. And another property we want to have, which is long-term validity. Now, if you have a certificate, you can cite some content, but when the certificate is expired, the content has no value anymore, right? So we want to have also this kind of, we deal with this kind of problem. Je vais donner deux exemples qui sont arrivés. Il y avait une entreprise qui avait vraiment défini un processus tout à fait lean où ils reçoivent, en fait, c'était dans le domaine du voyage, en fait, qui recevait les factures directement des hôtels, etc. Et donc, ils avaient un processus lean, donc ils recevaient les factures traitées, etc. Il y avait pas mal de fraudes, en fait, des choses complètement fake qui passaient sous le radar, en fait, de leur système anti-fraude. Ça, c'est le premier use case. Deuxième use case, deuxième chose qui est arrivée, c'est il y a eu quelqu'un qui a envoyé un email en se faisant prendre pour une grosse entreprise à Bloomberg. Bloomberg a relayé l'information comme quoi le CFO a fait des choses crazy, donc le share, l'action est tombée. Ensuite, il y a eu un deuxième email en disant ouais, le CFO va se faire dégager, et c'est plus grave encore. Ça s'est encore effondré avant que l'entreprise dise non, mais tout ce que vous avez reçu, ça ne vient pas de nous, tout simplement. Et là, l'action est remontée. Bon, celui qui était derrière ça, qui a prévu le coup, vous imaginez, disons, l'argent qu'il a pu se faire. Voilà. Yeah, so we had an idea. We want to deal with this problem, and the answer was blockchain. And so I'm going to share with you why and how we use blockchain to these particular problems. So before going that, currently we have two types of blockchains. So the first one is decentralized. So when people talk about blockchain, they think immediately about Bitcoin, about Ethereum. So they all distributed platforms. So in this particular models, they have multiple ledgers, multiple database, and they store exactly the same database of transactions. And if one of them makes some modification or tamper with the transaction, everybody will notice. There will be differences, and they will notice. In this model, the very good point about this model is that you don't need to assume any trust between parties. I don't care about whose are the ledgers, right? But the problem is the verification and the signing takes a lot of time. You will submit a transaction, you want to have some token or signature, it takes a lot of time. Another model, which is the centralized, and in this one, basically we have one single entity storing all the database, all the data, and the trust is ensured by transparencies. So basically, whatever I do, I show that to everyone.
so you can independently verify it. So that we can also, transparency can also bring trust. And with this model, it delivers performance. You can have everything quickly, very, very quickly. Yes. So going back to our particular use case, we want to secure communication, right? So eventually, we want to have a proper signature for every communication, for the emails, in this particular proof of value. So we use a technology which is called KSI. Have you heard about KSI? So it's a new technology, a blockchain technology implemented by Watam, and then it is supported by Ericsson. I think you heard about Ericsson, right? So Ericsson, what they do is they publish their root hash once per month on Twitter, and they also provide you a tool. So you can actually use their tool to verify if the output of the tool is equivalent to the one that they published. So eventually, in the future, if you want to verify, you can always do that, and you compare, and then if you observe any difference, it means that they have already tampered with the data, right? At the same time, they also publish this information on the Financial Times print paper. So nobody can modify that anymore once it is printed and published. So this technology is very, very useful. First, it provides trust by transparency. It ensures long-term validity, which is very important. So it's allowed, in our particular case, it allows a proof of existence. So when we have a signature, we have a proof of the date of the signature, and the integrity of the content of the message. So I'm sending more an SMS or an email, the content will be ensured by this technology. It is very scalable, of course. You have everything in instant. And no key required, no problem with key management like the public key infrastructure, PKI. So this is the high-level view of our design of the proof of value. We have, again, Alice and Bob. They need to send this email, and here within this within our infrastructure, we have the SMTP server, and we integrate this SMTP server with something we call KSI system, which is we developed thanks to the support of Intech, actually. So this system communicates with the blockchain from Ericsson. What we do here now, Alice wants to send this email. So it will be, sorry, I'm too fast. So it's like we go back in time. Yes, so Alice again sent an email, and what happens now? This email will be signed, and then this signed version will be delivered to Bob. Yeah, and then the proof of this email, the proof of this sending, will be sent back to Alice. So in this case, they both have the signed email with the proper signature, so both of them can verify it. One of the important factors that we said at the beginning, which is usability. So we want to bring security, but at the same time, usability. So that's why we really need like zero setup from the senders, really transparent to the sender. So in our case here, the sender, Alice, she can use any email client. For example, here we have Apple Mails. She's sending the normal emails. So this is the recipient side, the side of Bob. When he receives this email, can we stop that? Can. Yeah. So when Bob receives this email, apart from the original content, he also received something called KSI side content. So here, basically, we transform the original email to a PDF, and then we get the signature for that PDF. Everything will be attached here in this PDF. Yeah.
So, like I said, this is the original content. And at the same time, when Bob double-click on that email, the verification will be done instantly. Because the plugin has been developed within Tech, which makes life easier. But it can be checked with other means. So this is optional. Yeah, that's a very good point. This is optional. So if without the plugin here on Outlook, Bob receives this site PDF, and he can extract the signature and verify whenever he wants. So let's move on. This was a collaboration between Post, Ericsson, and Intect. So it was very fast. So we had an idea in October 2016, sorry. And then we have everything done, even a demo given by March of 2017. So to recap, we need communication, and we need us to be able to secure our communication between the different parties. And eventually, what we really want to have is a paper equivalent mean of communication, so that can ensure the content, the binding values, or the legal values. For example, you and me, we say something that will have some legal values. If we fight, if we broke up, we can go to court and fight. So we have evidence. Cette signature, elle est quantum prom, c'est-à-dire que même avec les ordinateurs quantiques, vous ne pouvez pas le casser. Yeah, so that's a long-term validity part. Yep. So we have this proof of value. We use a private and centralized blockchain provided by Ericsson, and it proves it works really well. And we have quite good feedback from all the demos that we have been given. Alors, je vais vous donner un cas précis où ça s'est passé il y a quelques semaines. Les personnes recevaient des SMS. Donc, quand vous recevez un email, vous pouvez poser la question parfois, est-ce que c'est un spam, etc. Les SMS, les gens ont une tendance naturelle à faire confiance. Parce que ce n'est pas le moyen de communication. D'ailleurs, Visa utilise ça, vous pouvez. Et recevoir un SMS, c'était simple. Le SMS disait « Lux Trust ». Il disait, voilà, il y avait un lien un lien à cliquer. Et ce lien-là, une fois cliqué, il disait, bah, est-ce que vous pouvez, pour des raisons techniques, blablabla, veuillez rentrer votre one-time password du token. Dès que c'était rentré, il y avait un robot de l'autre côté qui se connectait directement sur le compte bancaire. Et là, bah, le temps est très rapide, hein, le temps de validité du token. Alors ceux qui n'avaient pas une double authentification, c'est-à-dire que certaines banques, quand vous refaites une transaction, vous devez remettre encore un code, mais il y a des banques où il n'y a pas cette étape-là, et donc vous pouvez créer, transférer des fonds et compagnie. Donc c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines de ça. Voilà. Donc ça, c'est le moyen de communication, il est ce qu'il est. Par contre, comment avoir confiance, en fait, en l'information envoyée. Et ça, c'est des technologies qui, si elles sont étendues dans le domaine du SMS, peuvent répondre à cette question-là. Excellent, yes. Voilà. Donc, l'idée de tout ça, je vous ai dit, il y a à la fois des exemples, hein, ça reste des exemples, et le chemin qui a été pris. Donc, premièrement, on doit penser vraiment au-delà du domaine, donc avoir une vue sur les besoins que quelqu'un pourrait avoir, ou sur des problématiques qui sont étayées. Cette problématique peut changer, ou l'idée peut changer aussi, l'objectif peut changer en cours du chemin, ça c'est très important. Il y a l'idée aussi de collaboration, donc pas faire quelque chose soi, mais essayer d'étendre avec des InTech, des grands groupes, des clients potentiels. Si on a un client, c'est encore mieux, j'allais dire. Et aussi, essayer. Oser essayer, ça peut ne pas marcher, mais même si ça ne marche pas, c'est Einstein qui disait que c'était failure as a success in progress, ce qui est vrai, parce que c'est toujours des essais. Et surtout, la simplicité. On a toujours tendance à aller dans beaucoup de complexité. Mais en fait, les idées les plus révolutionnaires, c'est des idées simples, à la base. L'implémentation peut être complexe, mais l'idée, elle doit être simple. Yeah, so that concludes our presentation, and if you have questions, we would be pleased to discuss. Merci.